magnifique. Bonsoir, bienvenue. Pardon parce que je vais parler français qui est un peu pénible, mais alors c'est pour respecter le vouloir de notre Monsieur Hondo. On est très très content de l'avoir ici, on est vraiment très ému. On a eu deux magnifiques présentations ce matin et hier. Et alors c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir ici. Et parce qu'on a beaucoup déjà dans les deux présentations parlé un peu de ce que, disons, l'âme militante de votre film, de votre œuvre. Et comme il y a eu un moment de grande émotion hier quand vous avez rencontré la fille de Desica qui est là. Alors je voulais vous demander, j'ai trouvé quand j'ai découvert vos films, parce que honnêtement moi j'ai découvert vos films dans l'automne grâce à Boubacar Sanogo, qui est là, que je remercie. Il est professeur à l'université de Carton. Il est programmateur, curateur, documentariste. Il est un peu l'âme de tout ça. Et donc je le remercie pour nous avoir donné l'occasion de la FEPACI, de la Fédération panafricaine des cinéastes pour la région d'Amérique du Nord, qui est maintenant un des partenaires officiels d'un nouveau projet lancé par la Film Foundation de Martin Scorsese, et avec UNESCO qui a un but très très ambitieux, un peu fou, de localiser, de restaurer, de diffuser 50 films africains. Donc dans la mission du projet, il y a le mot localisé qui est jamais inclus dans des autres projets de restauration, parce que peut-être, comme vous le savez, la plupart des films, on peut dire la majorité, la très grande majorité des films africains ne se trouvent pas en Afrique, et ça c'est pas seulement pour des questions climatiques. Mais alors, vraiment, on peut retourner sur ça si tu veux. Mais la première chose que j'étais surprise quand j'ai vu Soleil-Eau, parce qu'on vient de restaurer des films de Sembène. Alors la chose qui m'avait vraiment surprise est que j'ai trouvé que Soleil-Eau, mais aussi les autres films, ne sont pas vraiment, disons, soumis au piège tendu par le néoréalisme. C'est-à-dire, je trouve que ce sont des films très dérangeants, très directs, plein de rage, plein d'humour, et d'une façon originelle dès le début. Et alors je pense, disons, Soleil-Eau n'est pas un film nuancé, mais j'ai lu nuancé dans le sens que c'est très direct, que ça va directement. Attention, le mot français nuancé, c'est pas ce que vous dites. Hein. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de nuance dans mon film, ça c'est grave. Non, c'était ça, c'est plutôt... direct, y a oui. Oui, c'est très direct. Je me suis excusée pour mon français en avant, donc c'est ce grave. que je voulais dire. Dites-le en anglais. What I wanted to say is that those films don't really go around, don't play around the theme. They really talk openly, directly about what it is that you want to say every single minute from beginning to end. That's what I wanted to say. Et je notais que dans des interviews dans les années 70, vous avez dit beaucoup de fois, notamment dans une interview avec Ian Nebel, si je dois ressoudre Soleil-Eau dans un seul mot, je dirais c'est un vomissement. Alors ça m'avait vraiment touchée parce que j'avais, je pense avoir compris ce que vous voulez dire. Alors je voudrais un peu entrer dans le détail de ce que c'était l'histoire de Soleil-Eau et aussi du groupe de théâtre que vous avez fondé, de Shango, et donc de l'expérience théâtrale dans cette année-là que je trouve très très intéressante. Bien, merci. Bon, je vais non pas corriger, mais donner quelques informations sur Soleil-Eau. Je l'ai fait sur des années pour écrire le scénario, pour pouvoir tourner.
avoir l'argent, donc je tournais les week-ends pendant des années. Quand j'avais un peu d'argent, j'achetais de la pellicule, je louais la caméra et je trouvais des bénévoles qui croyaient en mon histoire. Tous les personnages dans Soleil-Haut ont travaillé gratuitement, bénévolement. Et je l'ai fait parce qu'effectivement, ça me collait à la peau. Je vivais une situation d'exil, d'immigré, on appelle ça comme on veut, où il était très difficile de rencontrer les autres. Très difficile. J'avais une volonté, moi, enthousiaste, peut-être un peu naïve, de m'intégrer aux autres, de parler avec les autres, qu'ils soient blancs, jaunes, gris, martiens, je m'en fous, mais que je suis un être humain, j'ai envie de vivre avec les autres, de partager avec les autres. Donc j'ai décidé, comme une thérapie, de faire ce film. Et donc j'ai mis des années à le faire, à le payer. Le son est parti. Le son est parti, il est revenu. Il est revenu. Qui est-ce qui revient tout le temps? C'est le printemps. Donc j'ai fait le film. Au fond de moi, je me disais, bon, des images contenues dans Soleil-Haut n'existent pas dans le cinéma que je voyais moi-même dans les salles. C'est-à-dire que l'Africain était totalement absent des images, comme si nous n'existions pas sur cette terre. Je me suis dit, bon, je le fais, et au pire, je vais le mettre sous mon lit. Mais au moins, j'aurais vomi, c'est cette espèce d'abcès qui me fait mal. Puis un jour, je reçois un coup de téléphone d'un journaliste du CNC, je crois, au moins journaliste, en tout cas à l'époque, il y avait de vrais journalistes. Aujourd'hui, il y a des journalistes, bon, on leur donne, les distributeurs ou les producteurs leur donnent un texte écrit en disant « publiez ça ». C'est des publicités, vous publiez ça. Ils n'ont plus, les pauvres, entre guillemets, la possibilité de choisir les films et de parler comme ils veulent des films. Quelque part, il y a une censure objective des écrivains, des journalistes. Il est venu me voir, je vais essayer d'être bref. Il me dit, il paraît que vous avez fait un film avec un air un peu très comme ça, paternel. Vous avez fait un film? Ben, j'ai dit, monsieur, oui, j'ai essayé. Bon, mais est-ce qu'on peut le voir pour Cannes? Moi, j'ai dit, vous vous moquez de moi, monsieur? Il dit, non, on veut le voir pour Cannes. Bref, l'histoire a fait que le film est allé à Cannes. Qu'ensuite, il est allé dans d'autres festivals, qu'il a eu beaucoup de prix, etc., etc. Mais le pire a été que le film était exploité. Vous savez, en France, on dit exploitant, ceux qui ont les salles de cinéma. Je ne sais pas comment on dit en italien, mais en français, c'est un mot terrible. Exploitant, exploiter, c'est clair. Les distributeurs et les producteurs. Donc moi, j'avais fait le film, mais je n'étais pas producteur. Producteur légal, s'entend. C'est-à-dire que pour être producteur à l'époque, il fallait avoir une société de production. Et pour ça, il s'agissait d'avoir un capital de 500 000 francs déposé à la banque, vérifié à la banque, et qu'on donne au CNC en disant « Ah oui, lui, c'est un producteur, il a 500 000 francs. » Donc le film a été exploité par des distributeurs, par des exploitants, pendant les 4 années de sa diffusion en France. Donc je n'ai jamais touché un sou de ce film. Ce serait tellement long de vous raconter l'histoire de ce film que, bon, il vaut mieux passer à vos questions, c'est plus intéressant. Si je dois donc ajouter une chose, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez fait ce film? Parce que l'une des choses qu'on remarque, ce n'est pas seulement qu'il y a des images africaines à l'écran, parce que voilà, il y en avait même à l'époque coloniale, comme vous le savez bien. Mais pas des colons, mais il y a une manière de faire des images africaines qui me semble que vous inventez dans Soleil-Haut, et donc de faire du cinéma en même temps, dont j'aimerais que vous parliez un peu. Donc c'est un peu
quand même un film, il me semble, qui trouve un langage très original, qui essaie de se départir d'un certain classicisme d'abord, ensuite qui mélange, qui quand même trouve une multiplicité de points d'entrée dans le sujet qu'il essaie d'explorer, si vous voulez. Hein? Et donc, j'aimerais donc que vous nous disiez en quelques mots, parce que pour moi, par exemple, je vois dans le film d'abord une utilisation d'une multitude de médias à votre disposition. Donc, la fiction, le documentaire, l'animation. Je vois aussi l'usage du théâtre dans le film, ou en tout cas des procédés du théâtre dans le film. Je vois aussi des problématiques de ce qu'on appellerait en anglais direct address à la caméra, que l'on a vu encore vraiment très fabuleusement fait encore aujourd'hui dans le film West Indies. Alors, si vous vouliez... La musique. La musique, bien sûr, la musique. Alors, si vous vouliez revenir sur ces éléments, donc, de la mise en scène et de la mise en scène de cette nouvelle image, si vous voulez, que vous avez essayé de fabriquer, pour expliquer un peu, en fait, au public, comment Melondo fait ses films. Donc, d'abord sur Léo, et peut-être si vous pouvez élargir sur d'autres. Bon, ce que je remarquais dans ma vie, parce que j'ai fait plusieurs métiers manuels, plus une école d'art dramatique pour être un acteur, ce que j'ai remarqué dans le monde parisianiste, entre guillemets, c'est l'individualisme dans son ensemble. La culture du libido, la culture de moi, myself and I. Moi, je, moi-même. Alors c'était quelque chose qui me heurtait profondément, parce que moi, comme je l'ai dit hier, je crois, je fais du cinéma pour être avec les autres, avec le collectif. En tant qu'individu, je ne conçois pas l'individualisme sans collectif, et inversement, le collectif et l'individu. Donc c'est une idée centrale dans mon travail, qu'on voit aussi dans West Indies. Pas dans Saraunia, c'est autre chose. Donc, il fallait présenter un style, une esthétique qui était la mienne. Je ne voulais pas être contre le classicisme ou contre le néoréalisme, non, pas du tout. J'ai une admiration profonde pour Vittorio De Sica. Le cinéma italien, dans sa diversité, fabuleux. Le cinéma italien, fabuleux. Les Italiens ne se rendent pas compte, mais tous les cinéastes de toutes les idéologies en Italie ont fait des films, même s'il y avait le plus grand curé qui faisait des films. Il n'était pas curé, mais il croyait en Dieu, c'est son droit. Ils ont fait des films prodigieux. Il y avait des fils de communistes qui faisaient des films prodigieux, des sociodémocrates, de tout. Mais c'était des chefs-d'œuvre à chaque fois. Et le papa de tout ça, c'était M. De Sica, pour moi. D'autant qu'il avait un procédé que j'ai involontairement fait, parce que quand vous commencez, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de producteur. Donc il faut financer vous-même vos films pour être libre. Et De Sica, il faisait l'acteur très comédiante, comme ça, formidable, léger. Mais l'argent qu'il gagnait, il le mettait dans ses films pour s'exprimer lui. Et c'était une autre expression. Donc si vous voulez, pour aller vite, je me suis dit, comment interpréter le collectif et l'individu ensemble dans une même image? Comment proposer, parce que je déteste les héros, vous savez, les héros hollywoodiens ou autres, pas seulement Hollywood, mais on met un individu, on lui change de chapeau, et il est formidable, on met un revolver et poum, 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 on monte les films, tchac, 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 et puis au lendemain, il ne s'appelle plus Alan Ladd, il s'appelle John, je ne sais pas quoi, et c'est toujours le même procédé, les mêmes fixations héroïques, bidons, fausses. Et donc je ne voulais pas de héros, je voulais un anti-héros
qui joue dans le film Soleil plusieurs rôles, comme tous les acteurs qu'il y a dans ce film. Ils sont à la fois intellectuels et manuels. Manuels et intellectuels. Ils sont balayeurs et je ne sais pas quoi, sociologues. Ça m'appartient, moi, la sociologie. Je ne vois pas pourquoi je vais laisser ça aux sociologues. Ça m'intéresse, ça m'interroge. Je veux rentrer là-dedans. Comme le cinéma de l'imagination, il y a des caricatures, il y a du théâtre, il y a des bandes dessinées, il y a tout ça. Tout ça appartient au cinéaste. Pour qu'il puisse exprimer pour les spectateurs et discuter de ça, bien sûr, avec les spectateurs et faire son auto-éducation pour savoir s'il a touché un peu les spectateurs ou pas. S'il a trop joué personnellement, si ce qu'il dit théoriquement, partager avec les autres, discuter avec les autres, affronter les idées, parce que je crois au monde des idées, moi. Je crois à ça. Je crois que le monde avance ou recule à partir d'idées partagées, discutées dans la mesure du possible. Et je crois en la force des peuples. Là est la force. Elle n'est pas dans un monsieur qui sort, je ne sais pas quoi, et qui nous pond des théories extraordinaires, des livres de 2000 pages, pour nous aliéner encore plus. S'il n'est pas clair, lui, dans ce qu'il veut nous montrer, d'où il vient, où il va, pour qui il fait ça. Donc je voulais, si vous voulez, m'impliquer dans le cinéma qui, pour moi, la caméra, c'est un objet amorphe. Vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. Vous pouvez le poser là, faire un plan séquence, faire un demi-plan, faire ce que vous voulez avec. Donc la caméra, c'est l'homme ou la femme qui la manipule. Hein? Donc il faut se servir d'un produit amorphe pour dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez, il ne faut pas se laisser impressionner par la technologie. On dit, attention, le cinéma, c'est magique, c'est difficile. Il y a des maîtres et des penseurs. Ah bon? Donc moi, je peux être maître et penseur. Ah oh, attention, toi, tu deviens d'où d'ailleurs? Tu es un autodidacte. Tu n'as même pas fait l'université. Et tu vas te prétendre comme un monsieur. J'ai dit, je vais me prétendre. Ah oui, je vais prétendre parce que moi, je veux m'expliquer avec les autres. Les miens d'abord, ce que je suppose comme les miens, les Africains, les Africaines, et puis aussi l'autre monde dans lequel eux et moi, et nous sommes obligés de vivre. Je veux discuter avec eux pour faire les choses. Je suis de formation manuelle, j'ai fait beaucoup de métiers manuels. Beaucoup. Dans le dernier qui m'a permis de vivre pendant un certain temps, c'était cuisinier. Je cuisinais la nourriture. La nourriture, j'ai appris dans une école française en Afrique renommée, j'ai appris à faire, etc., etc. Et donc, avec le temps, pour moi, le cinéma, c'est ni plus ni moins que de la cuisine. Mais une cuisine de qualité. Il faut savoir connaître les produits qu'on achète. Est-ce que c'est des produits de grande diffusion empoisonneuse des industries de l'alimentation? Est-ce que les betteraves sont vraiment de nature ou est-ce que c'est des saloperies empoisonnantes? Il faut connaître les épices, il faut la viande ou pas viande. Donc ça nécessite un savoir populaire. À partir de là, vous pouvez faire cuire un repas formidable ou un repas dégueulasse, qui est mauvais. Donc pour moi, la cuisine, c'est l'agencement, je vais employer un mot prétentieux, et la dialectique de tout ça. Une dialectique de mélange et de création de style. Ainsi, dans West Indies, vous avez aussi comme ça le peuple qui joue plusieurs personnages. Donc vous voyez un monsieur, il est instituteur, après vous le voyez, il est colon, ensuite vous le voyez petit bourgeois qui domine les autres. Voilà, pour que les gens pensent à l'idée qui est dans le film et pas au savoir si Mamadou a une cravate, un boubou ou si la musique est folklorique et non pas une musique qui n'est pas là pour remplacer l'image, qui n'est ni devant ni derrière, mais avec l'image.
Ça, c'est compliqué à expliquer. Moi, je me suis affronté à ce projet. La musique, pour moi, quand je vois les films, la musique souvent accompagne l'image et précède l'image, elle est derrière l'image. Mais dans ce cas-là, laissez l'image parler, ne mettez pas de musique. Enfin voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà pour moi, si vous voulez, ma conception du cinéma. Et le cinéma, pour moi, je n'ai jamais voulu faire du cinéma pour du cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un outil d'expression. Et j'espère m'adresser au peuple du monde. Parce que je viens d'un pays, d'un continent où 90% des gens sont analphabètes, qu'on dit, entre guillemets, ça veut dire qu'ils ne savent pas lire et écrire. Ils n'ont que la parole, l'ouïe, les oreilles et les yeux. Donc, quand vous montrez des situations les plus complexes, j'ai eu des Africains qui ont expliqué Soleil-Haut, qui étaient des hommes du peuple, beaucoup mieux que je ne le suis en train de l'expliquer. Ils avaient saisi, ils avaient suivi, ils ont laissé leur corps adhérer à ces images. Donc pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est être avec les autres et vivre avec les autres. Mais certainement pas pour aller dans les festivals mondains avec un gros cigare, une Cadillac et des belles filles. Même si j'adore les femmes comme tout le monde. Mais je ne suis pas pour qu'on déshabille les femmes pour vendre une tablette de savon. Et je trouve ça ignominieux qu'on déshabille les filles pour vendre du savon ou du parfum. Je trouve ça ignoble. Je trouve que c'est une insulte publicitaire immonde, dégueulasse. Alors ils sont rentrés dans l'information, ils l'ont mangé pour faire de la communication. Et ils vous communiquent du poison. Et les images participent de cet enjeu. Voilà, j'ai été long, hein. Non. C'est bon. Je m'excuse. Mais... Moi, j'ai envie de vous pousser un tout petit peu encore dans cette direction. Poussez-moi. Parce que quand même, il y a beaucoup d'imagination dans vos films. C'est un peu ça qui me fait revenir sur cette question de votre approche du cinéma. Parce que, regardons par exemple West Indies qu'on a vu ce matin. Donc, ça va nous amener peut-être aussi sur un autre terrain qui est quand même le problème de l'histoire et de la représentation de l'histoire au cinéma. Bon. Il y a quand même cette série de scènes extraordinaires où il y a une sorte de superposition, n'est-ce pas, de temps long, historique, mais dans un temps court cinématographique. Donc, on passe d'un certain présent, disons dans les années 70 en gros, à un passé de l'époque coloniale et à un passé encore plus loin de l'époque de l'esclavage. Et on fait une véritable, une cuisine, disons comme ça, mais une véritable danse, n'est-ce pas, entre les temps, disons comme ça, qui est absolument époustouflante et incroyable en ce qui me concerne. Je vais ajouter, il y a cette scène qui me revient toujours en tête, du passage des gens qu'on invite à l'immigration en France, donc, qui sont en train de monter donc, sur la cale du bateau, quelque chose comme ça. Il dit adieu soleil, etc., adieu maison. Pour prendre Air France. Pour prendre Air France. Et dans le même champ, c'est-à-dire c'est quand même aussi une proposition de montage, si vous voulez. Dans le même champ, venant dans la direction opposée, il y a des esclaves. Hein? Donc on est passé d'un siècle à l'autre. Dans un même plan. Oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. Alors, donc, j'aimerais que vous parliez un peu plus de ça, de ce type de choix, vraiment voilà, comment vous arrivez à... Voilà. Parce que pour moi, l'histoire qui parle d'hier et d'aujourd'hui, elle est imbriquée dans une même dialectique. Encore, je vois ce mot-là compliqué à expliquer peut-être. Mais l'esclavage moderne d'aujourd'hui, entre ce qu'on appelle la migration, la crise, mais on ne dit jamais de qui. On ne dit jamais la crise de quoi. Quel est le système qui apporte cette crise? Quelle est la cause de ça? Donc pour moi, les causes et les effets sont de même nature. Donc l'histoire de ces immigrés qui montent l'escalier et qu'il faut passer d'un siècle à l'autre,
Il faut mélanger ceux qui viennent vers nous, ceux qui partent et ceux qui viennent. Et l'histoire se répète. Comme dirait un cinéaste italien, l'histoire change pour ne pas changer. En gros, bon, schématiquement. Donc ce sont des... Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour interroger l'histoire. D'autant plus que, en tant qu'Africain, je me suis toujours posé des questions pour savoir d'où je viens. D'où je viens? Africain, d'accord, de Mauritanie, d'accord, du Sénégal, d'accord, du Mozambique, ok, tout ce que vous voulez, Tanzanie, mais je viens d'où? Tu viens d'où? Et tu vas où? Donc, interroger l'histoire dans ce qu'elle a de quintessent. C'est pour qu'elle vous donne des clés, pour vous comprendre vous-même, pour avoir une conscience historique. Et je fais du cinéma pour avoir une conscience historique. Pourquoi? Parce que de ce que je vois, de ce que je lis, l'histoire de l'Afrique est complètement massacrée. L'histoire de l'Afrique est complètement bousillée. Elle est surfaite, bref, les tenants du pouvoir disent les Africains, c'est rien du tout, c'est des sauvages. Hein. J'ai même entendu un grand chanteur français, pas le seul, il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais les Africains n'ont rien inventé. Nous, on a créé Notre-Dame de Paris, mais les Africains, rien, ils n'ont rien inventé. » Ah, monsieur, oui, j'ai écouté ça, ça m'a choqué. Je dis peut-être, après tout, que mes ancêtres n'ont rien inventé. Jusqu'à ce qu'il arrive un monsieur, un homme de science, du Sénégal, qui fait sa thèse, sur ce qu'en Occident, d'ailleurs, on appelle le berceau de l'humanité. Et j'ai lu ça avec admiration, parce que c'est scientifique. Ça n'est pas racialiste, ça ne parle pas de race, il ne parle pas de couleur, s'il parle de couleur d'adrénaline, de mélanine, c'est pour expliquer d'où elle vient scientifiquement. Et là, j'ai compris que le blanc qui m'opprimait, entre guillemets, qui opprime aussi des blancs, il est de la même nature, c'est-à-dire qu'il sort du noir. Le noir, il est né en Afrique, il n'y avait rien sur la planète, il n'y avait rien. Aucun autre peuple, il y a 2 ou 3 peuples, il y en a qui disparaissent en Afrique, qui naissent, etc. Et à un moment donné, il y a 2 branches. Une qui monte par le détroit de Gibraltar et l'autre qui va par la vallée du Nil. Et ils arrivent en Europe, c'est la glaciation qui a duré des centaines et des centaines d'années. Donc, ce qu'on appelait le Cro-Magnon, pour survivre et pour se protéger dans les grottes du froid, la nature lui a changé de peau. Elle est devenue claire. Le noir est devenu blanc. Le noir n'avait plus besoin d'être noir pour se protéger des rayons du soleil. Et finalement, j'ai dit, mais alors nous sommes tous pareils. Mais pourquoi les autres disent que nous ne sommes rien? Pourquoi ils disent que mes ancêtres, c'est des sauvages? Donc, voilà, mes motivations, si vous voulez, c'est aussi pour me comprendre, pour m'expliquer, pour savoir d'où je viens, où je vais. Et puis tout ça en discussion avec les humains quand je peux les rencontrer, quand je peux discuter avec eux, tout simplement parce que j'ai envie d'être un être humain parmi les êtres humains. Je ne veux pas de privilèges. Je veux qu'on se parle, qu'on se dise on est du même conditionnement, malgré nos différences, nos langues et tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est nos richesses. La richesse d'une petite langue d'Océanie ou du fin fond de l'Afrique, elle est utile pour l'humanité ici, à Bologne, ou aux États-Unis. C'est la richesse du monde. D'où donc le cinéma qui est la culture. Et prétentieusement, je me dis quelquefois, je suis un ouvrier de la culture. C'est tout. Ça va? Absolument. Non, parce que si vous ne m'arrêtez pas, moi, jusqu'à demain, je suis là. Bon.
Mais on a vraiment beaucoup de choses à demander. Mais une chose, on discutait l'autre jour, parce que quand on a restauré Soleillo, de façon vraiment intuitive, au labo, on discutait sur le fait que la pellicule même, a jamais vraiment été... Boubacar a utilisé le mot gentil avec la peau noire. Donc, en réfléchissant sur le contrôle, c'est vraiment un contrôle dans toute la ligne, c'est-à-dire même de la façon où la pellicule est née, de la production, de la distribution, c'est-à-dire c'est tous. Et alors, moi, je me demandais si à l'époque, quand vous avez commencé à faire du cinéma, vous avez ressenti ce besoin de véritablement, c'est pour ça que je demandais à propos du théâtre, parce que vous disiez, je fais du cinéma aussi pour parler, pour échanger, pour m'exprimer. Alors, il y avait quelque chose qui manquait dans l'expérience théâtrale, même dans le groupe que vous avez fondé. Et s'il y avait une conscience plus grande de ce que se passait dans la décennie de 1960 à 1970 dans le monde, je pense à l'Amérique latine par exemple. Donc c'était votre vision à l'époque de ce que vraiment les outils de cinéma pouvaient permettre, et si vous étiez aussi conscient des limites, c'est-à-dire de l'exploitation que la distribution aurait faite sous votre film, jusqu'au point où vous avez décidé de réclamer la propriété de vos films totalement. Vous savez, on apprend en marchant. Bien sûr, quand j'ai fait mon film, je vous dis, je me disais, de toute façon, c'est pas grave, je le fais pour moi. Je le projetterai peut-être une fois ou deux avec quelques amis pour essayer de parler, peut-être. Mais sinon, je le mets sous mon lit. Sous mon lit, terminé. Je n'avais aucune idée comment on exploitait les films, comment les distribuer. Par contre, j'avais un début de conscience. Des intellectuels, je vous ai parlé de Cheikh Anta Diop, je parle de beaucoup d'autres qui sont africains, qui sont des scientifiques, c'est cela qui m'intéresse. Parce que les opinions, la liberté pour la liberté, moi je crois que, moi je suis, moi... Oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, on dit bon, et après? Une fois que tu as dit oui, moi je m'appelle Dupont, Mamadou, Antonio, oui, d'accord, mais vous allez où? Est-ce que je peux aller avec vous? Est-ce que vous vous considérez comme un être humain parmi les autres, ou vous considérez que vous faites partie de la civilisation dominante, écrasante, qui dit aux autres qu'ils ne valent rien? Parce qu'ils sont indiens, parce qu'ils sont zoulous. Ah, si vous êtes comme ça, monsieur, vous êtes mon ennemi. Et donc, je fais un film de conscience historique, pour moi et pour les miens, et pour ceux qui veulent bien m'écouter. Parce que moi, j'ai besoin d'eux pour avancer. Je n'ai pas la science infuse, elle ne vient pas de Jésus, d'Allah, je ne sais pas quoi, non. La pratique, je la pratiquais tous les jours et j'apprenais de ma pratique. C'est comme ça que j'ai découvert que l'exploitation des films était un système incroyable. Un système d'exploitation incroyable. Parce que les gens qui aiment l'argent, ce n'est pas des fous, ce n'est pas des idiots. Hein. Ils passent leur temps à organiser le marché pour bien exploiter tout le monde. La production, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de sous, vous ne faites pas de film. Et si vous cherchez des sous, il faut vous vendre. Orson Welles disait des choses formidables. Il disait, in art, cinema as art, there's 2% of art, 98% of hustle, prostitution. J'ai dit, mais ce monsieur-là, il sait de quoi il parle. Toute sa vie, il a essayé de faire des films qu'il n'a pas pu achever. Et il était du centre de Hollywood. Qu'est-ce qu'il a fait à Hollywood pour être frustré comme ça et pas avoir d'argent? Bon, à partir de là, j'ai compris que celui qui vous finance, il vous dit ce qu'il faut penser. Moi, je rêve de producteurs qui soient des créateurs véritables. C'est-à-dire qui croient
en cette personne, Cecilia, ou lui, on dit, ah, lui, je crois en lui, je veux faire ses films parce que c'est bien. Moi, j'apporte l'argent, je discute avec lui, mais je ne prends pas la plume de sa main pour écrire, moi. Non, ces producteurs-là n'existent pas. C'est ça que s'était passé avec MGM, non? Avec West Indies, vous l'avez proposé à MGM, c'est ça? Moi, je ne pouvais rien proposer du tout. C'était une très grande production, non? C'était Coppola à l'époque avec Tim Lodi, je crois il s'appelait. Tim Lodi, oui, je crois. Enfin, ils étaient associés et Coppola avait des salles de cinéma aux États-Unis et il voulait sortir West Indies. C'est ce que j'ai appris en tout cas. Il ne m'a jamais dit lui-même qu'il voulait le faire, mais j'ai appris aux États-Unis qu'il voulait sortir West Indies dans ses propres salles à lui. Et comme il a abandonné très vite ces salles-là et il a préféré cultiver le vin et la vigne, il y a moins de risques, il a raison, eh bien le film n'est pas sorti aux États-Unis, sauf dans quelques universités ou quand Angela Davis voyait dans une université le film, quand elle passait, elle me dit « Ah oui, j'ai vu ton film à tel endroit, il faut qu'on en parle. » Oh, je dis « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur ? Il est fait, c'est tout. Mais encore, tu as eu de la chance de le voir dans une université. C'est un film mort enterré, mort vivant. » Voilà, donc, voilà la pratique, moi, m'apprend toutes les théories possibles. Mais je n'ai pas de préjugés ni de réflexion préalable, excepté pour les images et les sons et les musiques. Ça, c'est des choses qui sont dans ma tête. Et je suis très féroce quant à leur addition, leur soustraction. Ça, je dis non, c'est comme ça et pas comme ça. Quelquefois même, je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Je le fais parce que c'est ma liberté d'expression. Et quand je suis devant le public, je dis, voilà, je me suis exprimé comme ça. Excusez-moi, je suis responsable de ce que vous n'avez pas compris. C'est moi le responsable, ce n'est pas vous. J'ai dû mal faire, quelque part. J'ai dû mal faire. Voilà, bon. On peut continuer encore. Alors, puisque maintenant vous avez parlé un peu de Coppola, de Wells, on va donc faire une sorte de transition sur le cinéma américain. Et j'aimerais savoir, parce qu'il y a plusieurs manières d'en parler. Et d'abord que vous avez quand même gagné votre vie avec le cinéma américain, on peut dire. Ou je l'ai perdu. Ou perdu, voilà. Et donc, si vous voulez me parler de ça, et aussi je pense que l'un des points d'entrée serait aussi la question du rapport, disons. Donc, d'une part, est-ce que le cinéma américain vous a apporté quelque chose, vraiment, hein, en termes de sources d'inspiration, de manière de faire, etc. Ou est-ce que c'était juste un lieu, comme le disait John Ford, a job of work, donc un travail stricto sensu qui vous permettait, voilà, de faire vos films à côté. On sait que vous doubliez les voix des acteurs noirs américains, donc la problématique, si vous voulez, de la diaspora africaine, donc, et de vos rapports avec cette diaspora. Donc, l'Amérique, donc, il y a plusieurs points d'entrée, donc, technique, cinématographique, et aussi, disons, voilà, la problématique de la diaspora. Si vous pouviez un peu toucher à ces éléments. J'ai fait un auto-apprentissage, c'est-à-dire que je voyais beaucoup de films dans la semaine, beaucoup. Et j'avais un cahier où dès que j'avais du temps, j'écrivais sur les films, c'est-à-dire je critiquais ces films, sans savoir ce que c'est que la critique et tout ça, sans peut-être comprendre toutes les images proposées, mais j'écrivais des lignes et des lignes. Je dis là, il a tort, il n'a pas montré ça, là, il a fait ça, c'est quoi, ça veut dire ça, c'est quoi, ça, c'est quoi. Et j'ai fait ça longtemps. Et comme à cette époque-là, et peut-être même encore aujourd'hui, le cinéma américain était dominant, le cinéma nord-américain était dominant. Donc je voyais beaucoup de films. Mais je me suis vite rendu compte que l'industrie du cinéma hollywoodien, quelque part, était frustrante pour les cinéastes et pour les spectateurs. Parce que le procédé d'écriture des films et le script était à 90%,
95% toujours le même. Le procédé était toujours le même et c'était toujours la violence. Toujours la violence. Les cow-boys devenaient des gangsters, les gangsters devenaient des mafiosi italiens dans la Little Italy. Et boum, 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 boum. J'appelais le cinéma boum, boum. J'ai dit c'est le cinéma boum, boum. Mais dans ce cinéma boum, boum, il y avait peut-être 3, 4 ou 5% de cinéastes qui essayaient de nager dans cette histoire-là pour faire des films très intéressants. Il y avait de grands réalisateurs du cinéma américain, donc ça m'intéressait. Je disais, je choisis plutôt celui-là que celui-là. C'était qui le plus intéressant? Non, ça, vous m'obligez à dire des noms, ça n'a aucun intérêt. Mais je vous dis, c'est un maximum 10% de bons films hollywoodiens. Ça dépasse, à mon avis, pas plus. Je n'ai pas fait de statistiques. Je dis ça comme ça, presque a priori, qui sont de véritables cinéastes qui ont essayé de surnager dans ces contradictions. Pour même dans des films westerns, ils essayaient quand même de dire quelque chose aux spectateurs. Donc j'apprenais, j'écrivais. Cinéma latino-américain, brésilien, cinéma nouveau. J'apprenais des choses. Je regardais Dieu noir et Masque blanc. Puis je fais la connaissance de M. Pereira de Santos, qui était le père du cinéma nouveau. Je me trouve avec lui dans un festival à Moscou. On était membre du jury. Je fais la connaissance d'un géant qui m'apprend, qui me dit des choses, avec un Indien qui venait de Bombay, Mumbai, et ainsi de suite, un Espagnol. Et je me suis enrichi, et je regardais les films soviétiques, un tant soit peu qu'on pouvait les voir. Ça m'inspirait. Je m'inspirais du cinéma italien, certainement. Ça, alors, le cinéma italien, même si je n'ai pas essayé de le copier, parce que j'ai essayé de copier aucun cinéma, ça me semblait être une trahison d'essayer de copier M. Comencini ou M. De Sica ou Rossi. Non, il ne faut pas les copier, c'est une trahison. Fais ce que tu as à faire. Dépasse-les même à la limite, mais ne les copie pas. Donc tous les cinémas du monde m'inspiraient. C'était mon école. C'est comme ça que j'essayais d'apprendre, et jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde certains films, je veux apprendre avant de croire. Comprendre avant de croire. En ce que vous voulez, en un cinéma hollywoodien, en religion, ce que vous voulez. Mais comprendre d'abord, avant tout comprendre. Je sais qu'il voulait laisser du temps pour des questions. Bien Il n'y a sûr. pas beaucoup de temps, Bien donc si sûr. vous voulez qu'on Compris. commence avec des questions, sinon on a à faire beaucoup de Oui, bien questions. sûr, mais il vaut mieux que le public puisse s'exprimer Oui. aussi. Les pauvres, là, les pauvres, là, ils n'ont rien dit. Hein. Take it away. C'est pas facile de If prendre you have la any parole. questions based on the films you saw, what you heard, interrogations, now is the time. Yes. Il y a un micro. Tout d'abord, merci à vous pour votre présence et à la Cinémathèque d'avoir restauré vraiment ce chef-d'œuvre. Moi, j'ai eu la chance de voir juste Soleil haut et j'espère me rattraper pour voir West Indies. Indies. Voilà. Donc, Ou les nègres marrons de la liberté. ça, c'est le second titre. Le titre, c'est ça. Les nègres marrons Excellent. de la liberté. Et en français, être marron, c'est se faire flouter, se faire avoir. Donc ce sont des nègres qui se sont fait avoir. Mais ça a un autre sens. Marrones en espagnol, ce sont des gens dans les montagnes qui résistaient à l'esclavage, etc., etc. Voilà, les nègres marrons de la liberté. Pardon de vous interrompre. Non, je vous en prie. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est parce que je disais, pour moi, je suis africain, je suis marocain, et donc j'ai beaucoup de sensibilité par rapport aux productions du cinéma africain qu'on n'arrive pas à voir. Donc, on a beaucoup la chance à travers des centres comme ici, la Cinémathèque de Bologne, de profiter de ces perles. Et ce que je voulais savoir, c'est que
Sur certaines mesures, c'est une vision, c'est des films révolutionnaires, aussi bien du contenu que du style. Sur ça, je crois que la plupart des personnes elles vont être d'accord, du moment que c'est un point de vue africain, et ça en soi, vu l'époque, les figures que vous présentez, si je me rappelle bien, la fin de Soleil Haut, on a cette espèce de cauchemar, de vision où on a cette espèce de panthéon des révolutionnaires ou des penseurs. La tricontinentale. Bravo, merci. D'ailleurs, Lumumba. Oui, et puis il devait y avoir Ben Barka, voilà, le marquis à Paris, etc. Donc ça c'est des épisodes que... Che Guevara. Oui, oui, oui. La crème de la crème. Donc, qui se sont sacrifiés pour l'humanité. Ils ont lutté jusqu'à la mort pour l'humanité. C'est plus que des frères, c'est des... Et alors vous avez aujourd'hui... Vous dites que vous êtes marocain, vous êtes africain? Ben Barka, il devait être le président de la tricontinentale. Non, vous êtes africain, parce que, je m'excuse, mais en général, moi j'ai de la famille au Maroc aussi. J'ai de la famille en Algérie, j'ai de la famille au Mali, au Sénégal, etc. J'ai toutes ces nationalités-là. Parce que ma famille est dispersée dans tout ça. Et la difficulté avec nos frères du nord de l'Afrique, qu'ils soient marocains, algériens, égyptiens, libyens, c'est qu'eux disent l'Afrique c'est les Noirs, c'est en bas. Nous sommes des Arabes. Alors je dis comment vous êtes des Arabes? Mais vous êtes des Africains aussi. Vous êtes d'abord des Africains. Oui, mais nous sommes des Arabes. J'ai dit, vous êtes sûr que vous êtes des Arabes? Parce que ça, on peut parler longtemps là-dessus, sur un plan anthropologique. Vous êtes les Arabes comme au même titre que l'Arabie Saoudite, les enturbanés, là, ceux qui financent le terrorisme aujourd'hui, ou le Qatar, ou les Arabes, les machins dits unis, les États arabes unis, etc. Non. Écoutez, si vous n'êtes pas content d'être africain, je vous en supplie, si vous dites que vous n'êtes que des Arabes, allez vivre en Arabie Saoudite, dans le désert, et laissez l'Afrique aux siens. Ça, c'était des discussions que j'ai eues surtout en Algérie. C'est vous dire que, comment dire, les contradictions de l'Afrique sont telles qu'on n'a même pas touché ça, de ces contradictions, au cinéma, j'entends. Et qu'il y a des gens qui sont des criminels en puissance, qui ne veulent pas dire l'histoire telle qu'elle s'est passée. Ça fait 1400 ans que l'islam, entre guillemets, et je ne confonds pas les peuples musulmans et leurs dirigeants, ça fait 1400 ans que l'Afrique subit l'esclavage des Arabes. 1400 ans. On n'a pas ouvert ce chapitre-là. Qu'on devrait, entre frères, entre guillemets, eh bien je ne crois pas beaucoup à ce mot-là, dans ce monde de violence, où vous êtes possesseur de l'histoire, vous êtes dominant ou vous êtes dominé. Le rapport de force est tel que pour vous exprimer, il faut que vous ayez les moyens pour ça. Si vous n'avez pas les moyens, vous êtes un esclave. Aujourd'hui, chez moi, en Mauritanie, 20% des hommes et des femmes sont esclaves, modernes aujourd'hui. 20%. Et le régime qui dirige tout ça, et pas seulement en Mauritanie où il y a des pseudo-arabes, des pseudo je ne sais pas quoi, partout en Afrique. L'esclavage est d'une certaine manière déguisé, différent, existe aujourd'hui. Et nous avons des démocratures, comme je disais hier, qui disent « Ah oui, nous sommes des démocrates. Chez nous, il y a la démocratie. » Quelle démocratie? Franchement. Bon, bref, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Je vous laisse la parole quand même terminer. Pardon, monsieur. Non, j'apprécie de toute façon votre digression. Et, bon, ce que je voulais dire par rapport à cette scène finale qui est un peu prémonitoire, qui donne même l'idée d'une espèce de série, comme si c'était à suivre quand on arrive à la fin du film. Et dans ça, je voulais dire que, par exemple, des figures comme vous présentez, on va dire un discours mainstream ou généraliste dominant, il va les présenter, ou même à l'époque, il présentait comme des figures extrémistes, radicales, voire des terroristes, on peut dire ça comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, ça nous ramène à une actualité extrêmement criante, aussi bien par rapport à la condition de l'être africain, entre guillemets, sud, ce que vous voulez,
d'après comment c'est vécu ici, et cette narration qui est toujours difficile, aussi bien comme les années 60, même si vous tourniez en pellicule, etc., même si maintenant le cinéma a d'autres standards au niveau technologique, mais les problèmes sont toujours là. C'est-à-dire il y a des problèmes déjà de comprendre ce qu'on va raconter, parce que les moyens sont très accessibles, mais c'est les sujets, c'est-à-dire les productions, c'est-à-dire quand on veut suivre un parcours classique de production, on ne va pas vous permettre vraiment de... Donc on se retrouverait comme il y a 40 ans. Et au niveau de la distribution, je crois que malheureusement c'est la même chose. Donc ma question c'est, si on parle rien que de vos films, c'est un legs que ma génération et celle d'avant et celle d'après a sûrement besoin de regarder, de comprendre. Mais concrètement, je comprends votre frustration qu'on n'ait pas le... ce n'est pas un film commercial qu'on peut aller, qui va être programmé tous les... De samedi à l'autre samedi, de mercredi à mercredi tout le temps. Mais est-ce que vous croyez, par exemple, dans cette idée de distribution digitale, de ce monde d'Internet, etc. Est-ce que vous pensez que votre filmographie peut être exploitée, peut être vue dans le continent, par exemple, aussi sur ce genre de plateforme qui n'est pas le cinéma, comme on le connaît et comme on l'admire, quoi. Oui. Et qui est très coûteux. Certains de mes films ont été diffusés en Afrique et ont eu beaucoup, beaucoup de succès, quand c'était possible. Mais j'ai été aussi censuré sur des affiches. Il y a des Africains qui disaient « lui, il faut le tuer ». J'ai eu des menaces en Tunisie de gens qui voulaient me tuer. Ils ont dit « l'arabe qui parle là-bas », on revient toujours au même sujet, « l'arabe qui parle là-bas, il salue l'occidental et lui dit « grand chef blanc, c'est un arabe ». Alors, ça commence comme ça, le malentendu. C'est souvent une histoire de malentendu. Et je disais à ces bassistes, pour ne pas les nommer, ils sont encore en vie, ils ont été massacrés par les Américains, y compris par Saddam Hussein, qui se prenait pour Dieu le Père. Je dis, mais écoutez, d'abord, ce monsieur n'est pas un arabe. Il porte un boubou, c'est un Mauritanien, il est halpoulard. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un halpoulard, vous qui vous prétendez arabe? Silence muet, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un halpoulard, qui parlait halpoulard. Le malentendu était parti de la réunion de la Ligue arabe, il fallait m'expulser, il fallait empêcher mon film de la compétition, il voulait me tuer. C'est Mzali, Premier ministre tunisien, qui a mis à mes trousses des voitures de police pour surveiller qu'on ne me tue pas. Et le jour, ils sont allés trouver les membres du jury. Les membres du jury ont dit, ben, écoutez, ce film répond au règlement, nous, on n'a aucune raison de l'expulser. Bon, arrive le jour, aucun soutien des cinéastes tunisiens. Rien. Pas une solidarité comme ça, rien. Alors que c'est un festival panafricain, ça appartient à l'Afrique, les cinéastes sont à la Fédération panafricaine des cinéastes, et blablabla, blablabla. Beaucoup de tambours, de folklore. Bon, arrive le jour de donner des prix qui ne servent à rien d'ailleurs, parce que les films qui avaient reçu des prix à Carthage n'étaient même pas distribués pour le peuple. Les films n'étaient pas distribués. Alors je me disais, mais à quoi sert ce festival? Bref, je vais aller vite. On annonce le premier prix, deuxième prix, et puis West Indies, les Nagmarans de la Liberté, on dit prix spécial du jury. Oh, le peuple! Oh là là, ouais! À tel point que dans le règlement, le premier prix du festival doit passer à la fin. Le peuple a cassé les fauteuils pour dire « nous voulons West Indies ». Et j'ai eu un autre exemple pour dire « le peuple est ouvert, il faut lui donner simplement l'occasion de s'exprimer et d'être ». Avec Biconègre, vos voisins, le film est sorti après 5 ans qu'il ait eu le prix... pas le Léopard d'or, comment on appelle ça? Tanit d'or. Et celui qui avait la société de distribution, la SACPEC tunisienne, a eu le culot de me demander à moi de couper les scènes, parce que vous ne connaissez pas Biconègre, vos voisins, il y avait une scène avec une musique, etc. C'était l'international de l'Occident, et porter sur leurs épaules, les Africains,
Les présidents, les Giscard, les Pompidou, les machins comme ça, ils les portaient sur leur dos, il y avait l'international. C'est-à-dire les musiques nationales mises côte à côte. Et je montrais ça parce que, encore une fois, la césure de l'histoire, il fallait montrer qu'entre les négriers d'hier, les colons d'hier et les présidents d'aujourd'hui, il n'y a que le costume, comme dans les westerns, qui a changé. Le costume a changé. Et donc voilà, c'est-à-dire que dans notre malheur d'Africains, il y a parfois des attitudes très positives des gens. Très positives. Les peuples, la force du peuple, j'y crois, fondamentalement. Et les lectures de Gramsci m'ont aidé à comprendre. Gramsci, il est ici, je crois. Il est de ce village, enfin, il est italien. Voilà, il a été sacrifié, lui aussi, comme les Banbarka, Lumumba, Malcolm X, et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui m'aident dans ma petite vie. Je suis comme vous, je suis un insecte. Je suis pas parce que je fais des films, je ne suis pas comme ces cinéastes qui font un film et qui se prennent pour le nombril du monde. En disant, oui, moi je pense que, moi je crois. Non, nous sommes des artisans, c'est tout. Donc, voilà, c'est ceux qui pensent, ceux qui sacrifient, ceux qui montrent le chemin, qui sont mes frères et mes sœurs. Et je crois, je le dis, je crois que le socialisme et le communisme ont un avenir fantastique devant eux. Ce n'est pas parce qu'on a perdu une bataille ou deux que le communisme est mort, ou le socialisme est mort, nada. Non, ça a de l'avenir, quel que soit le moment difficile que nous passons, que nous traversons. Et l'Afrique, tel que soit l'état dans lequel elle est, elle sera demain debout parce que dedans, il y a des gens, des hommes, des femmes, des jeunes qui se bagarrent tous les jours et qui comprennent. Et avec Internet, ça permet de dire l'histoire, souvent, comme elle s'est passée. C'est-à-dire que le mensonge, aujourd'hui, ça c'est les contradictions internes d'une dialectique particulière à la Gramsci, qui explique que même dans ce malheur-là, il y a des possibilités. Les hommes bougent, les femmes bougent, et le monde ne restera pas tel qu'il est avec un capitalisme sauvage financier qui détruit. Parce que le capitalisme, pour moi, est mortifère. J'ai essayé de résister toute ma vie à ce capitalisme-là. Évidemment, les gens vont me dire « Ah oui, mais toi, tu parles politique. Nous, parlons cinéma. » Comme si c'était quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Mais la politique, c'est quoi? C'est s'occuper des problèmes de la cité. Politis, grec. Je ne veux pas faire du grec pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas de choses qui échappent à la politique. Vous avez beau tourner le dos, aller là-bas, dire j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer, je ne veux pas en entendre parler. La politique vous poursuit. Et vous poursuivra même dans vos rêves. Et pour finir, les responsables de l'État piteux dans lequel se trouvent les cinéastes africains, et par voie de conséquence, les peuples africains qui ne voient pas leur histoire, qui ne voient pas leurs images, qui ne voient... Moi, je porte la responsabilité, et j'accuse, je l'ai déjà fait publiquement, les dirigeants africains aujourd'hui à 99% comme étant des salauds. Hijo de puta, comme disent les Espagnols. Ce sont des fils de pute. Ou que les pauvres putes n'ont rien à voir là-dedans. Si elles sont putes, c'est parce que les hommes les ont rendues putes. Je fais bien la différence. Hein. C'est bien beau de... Et je finis par une anecdote à Ouagadougou, qui est mon pays aussi. On était nombreux, c'est le festival panafricain, folklore, tout va bien, etc. Blablabla. Vous savez, c'est bien, c'est des fêtes formidables. Ça dure le temps d'une rose et puis après vous dites le résultat, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on fait des festivals parce que ça permet d'avoir des subventions, mais s'occuper du cinéma burkinabé, africain, diffuser les films des Africains en Afrique,
faire un marché des films, non, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas parce que ça sort de leurs prérogatives. Eux, ce qu'ils veulent, c'est exploiter le peuple jusqu'à le faire taire, prendre des sous et les mettre dans les banques occidentales. C'est ça qui les intéresse. Donc nous étions là, on attendait un film, je ne me souviens plus lequel, et là, à notre gauche, il y avait un vieux, un patriarche, comme on dirait en Afrique. Il était avec sa famille, ils étaient au moins 20 ou 25. Et il était là, on était là, on bavardait. Et puis, il y a des cravatés, des types de l'administration du Burkina. Ils étaient 5 ou 6 cravatés et ils passaient, ils voulaient aller directement dans la salle. Et le vieux leur dit, « Hé, nous, ça fait 4 heures qu'on est là. Vous êtes qui, vous? Vous passez devant nous, vous êtes qui? » Alors les autres disent, mais etc. Bon, il y avait la police, il y avait tout ça. Ils sont rentrés quand même. Et il y avait un journaliste qui était à côté avec sa caméra. Il vient vers le vieux et lui dit, est-ce que je peux vous interviewer? Le vieux dit, interviewer? Oui, parlez. Ben oui, je parle, allez-y. Et il dit, alors vous êtes venu au cinéma? Il dit, oui. Qu'est-ce que vous êtes venu? Il dit, cinéma africain. Quel film vous voulez voir? Ben, un film africain. Vous connaissez le sujet du film? Ben, c'est un sujet africain. Je suis venu voir le film, le cinéma africain. Mais le nom du réalisateur, vous le connaissez? Non, c'est un Africain. Voilà, si vous voulez, pour moi, l'image que je n'oublierai jamais parce que je l'ai vécue. La disposition de la force du peuple qui, lorsqu'il a des possibilités... Et ce monsieur venait de la brousse. Il a fait des kilomètres et des kilomètres à pied. Parce qu'au Burkina, il y avait cette culture de l'image. Malgré tout, il y avait les peuples qui ont dit, ah, c'est à nous ça, ah, lui, c'est un Africain, ah oui, ah, c'est bien, qui dit, ah, oui. Et puis l'expression ouverte dans la salle, les gens parlaient, etc. Donc, si vous voulez, dès qu'il y a la possibilité d'éduquer, entre guillemets, les peuples, eh ben, on peut faire un cinéma formidable, on peut faire une agriculture formidable, on peut communiquer nos cultures, parler entre nous, que nous soyons de l'Est, de l'Ouest ou de je ne sais où, pour que l'humain ait une vie la plus agréable possible et qu'il ait la possibilité de diriger son destin. Et ne pas se laisser avoir par des multinationales qui vous perturbent, qui vous assassinent tous les jours. Être maître de son destin. Voilà. Bon, moi j'ai fini. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci Aboubakar. See you at the movies. It's over. Yes, I think.